Vous en avez après mon trésor. Vous n'avez pas le droit de parler! Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le! Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Exécution! Tout le monde se souvient de ce moment où le roi des pirates, Goldie Roger, allait monter sur l'échafaud. C'est vraiment à partir de ce moment-là que la légende du One Piece est née. Et si je vous disais que tout ça avait vraiment existé? C'est plutôt cool, non? Un échafaud, un pirate et un grand trésor perdu. Aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un homme sans foi ni loi qui laissa derrière lui un très grand mystère. Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui, nous allons voir la vraie histoire derrière la fiction. Nous sommes donc en 1685. Enfin non, on est en 2020, après bon, c'est vrai que ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, mais vous m'avez compris, voilà. Bref, du coup, c'est en 1685, alors que la rosée du matin est encore fraîche et que le chant du coq se fait entendre, que des pleurs d'un nourrisson résonnent dans la petite ville de Calais. Olivier Levasseur venait de naître. Bon, à vrai dire, nous ne sommes pas vraiment sûrs de cette information. Les historiens, comme le 3/4 du temps, ne sont pas complètement d'accord. Mais la plupart d'entre eux s'accordent à dire qu'Olivier Levasseur est né à Calais et serait le fils de Paul Levasseur, un corsaire qui résidait justement à Calais. L'autre théorie voudrait qu'il soit né dans une autre famille Levasseur, celle de François Levasseur. Et ce François, eh bien ce n'est pas n'importe qui, puisque c'est le premier gouverneur de l'île de la Tortue. Oui, je parle bien évidemment de la fameuse île de Tortuga. Tortuga? Tortuga. Et du coup, si ça avait été le cas, eh bien notre fameux pirate Olivier Levasseur serait donc né sur l'île de Tortuga, le fameux repère de tous les flibustiers. Dans tous les cas, Olivier Levasseur est le fils d'un corsaire, et c'est très vite que le garçon se lança dans la piraterie. Mais sa jeunesse reste encore aujourd'hui parsemée de mystères. Bon, alors il y a eu beaucoup de pirates dans les Caraïbes, mais à cette époque, la mer des Caraïbes n'est plus aussi sûre qu'avant. Parce que oui, bien que l'eau transparente et pleine de richesses des Caraïbes soit très attirante, celle-ci devint de plus en plus dangereuse. Les pirates y étaient chassés par les marines nationales. Dans les années 1716 et 1720, les capitaines des Antilles prirent donc la fuite vers les Indes. Notre capitaine en faisait bien sûr partie, et ce n'était pas pour lui déplaire. Olivier Levasseur arborait fièrement le pavillon noir et se voyait déjà comme le maître des mers des Indes à bord de son fidèle navire l'Indian Queen. Oui, son bateau s'appelle la Reine des Indes. Je vous ai dit qu'il était plutôt confiant ou pas? Olivier Levasseur arrive donc dans les Mascareignes, et autant vous dire qu'à cette époque, c'est une vraie mine d'or. Avec le développement du commerce maritime, cette région est devenue un vrai carrefour de la route des Indes orientales, un axe de commerce pour les épices et pour les matières précieuses. Les pirates vont donc profiter de ces routes maritimes pour acquérir de grandes richesses. Et c'est vraiment à partir de là que le nom d'Olivier Levasseur va se faire connaître. Les Français, les Anglais et les Portugais le craignent autant qu'ils le détestent. Notre capitaine gagne donc en réputation à chaque nouvelle victoire. Il fut surnommé très rapidement la Buse en référence à ses attaques éclairs. Mais bien évidemment, il y a une fin à tout. Un jour, les choses se gâtèrent. La Buse, alors faisant route vers les Seychelles, est prise en chasse par deux vaisseaux de guerre. Les canons grondent, la mer s'agite et le ciel s'assombrit. Encerclé, le capitaine voit son heure arriver. Une seule certitude, la fuite est impossible. Son navire, alors transpercé de toutes parts, vint finir sa course sur les plages de Mayotte. La Buse vient de perdre la Reine des Indes. Bon alors là, autant vous dire que notre capitaine est au fond du trou. Il n'a plus rien, il n'a plus de bateau, plus d'équipage, autant vous dire que c'est la galère totale. Mais il lui reste deux choses, à savoir du talent et surtout une réputation dans la région. La Buse va alors être contactée par Taylor, un pirate anglais qui dispose de deux navires mais qui avait justement besoin d'un capitaine pour son deuxième bateau. Bien évidemment, la Buse accepte car cela lui permet de rester dans la course, d'autant plus que ce n'était pas un petit bâtiment. Taylor le nomme capitaine du Victoire, 36 canons et 200 hommes d'équipage, donc ouais, la Buse hérite d'un vrai vaisseau de guerre. Bon alors la Buse et Taylor vont devenir de vrais camarades, ils vont faire les 400 coups ensemble, vol, pillage, bombardement, bref, des trucs de pirates. Ils vont donc ensemble gagner pas mal de batailles, et même si je vous passerai les détails, c'est bien ça qui va faire grandir leur réputation. Mais nous, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plus importante, celle du trésor qui a forgé la légende de la Buse. 25 janvier 1721, un magnifique navire portugais quitte le port de Goa en Inde. Mais ce n'est pas n'importe quel bateau. Le Nossa Senhora do Cabo, traduit par le Notre-Dame du Cap ou la Vierge du Cap, abrite de nombreuses richesses. Des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. À son bord, il y a le vice-roi des Indes, mais celui-ci n'est pas inquiet. Le bateau est armé de lourds canons. Mais ce que le vice-roi n'avait pas prévu, c'est que la mer est indomptable. À peine un mois et demi plus tard, en plein océan Indien, une tempête éclate. Les vagues sont immenses et s'écrasent sur le pont comme on écraserait une fourmi. Pour ne pas couler, le capitaine fait alors un choix difficile, mais obligatoire. Il ordonne à ses hommes de larguer les canons à la mer. Le bateau est plus léger, ils sont saufs, mais à quel prix ?
Le 6 avril, soit une vingtaine de jours après la tempête, le bateau arrive à l'île de Bourbon. L'île de Bourbon, c'est l'ancien nom qu'on donnait à cette époque à l'île de la Réunion. Et autant vous dire que le bateau est une vraie épave. Il y a des trous dans la coque, les voiles sont abîmées, voire déchirées, et il reste que très peu de canons, d'autant plus que l'équipage est complètement lessivé. Mais pourtant, le lendemain, tout le monde est sur le pont. Même le vice-roi est présent, et c'est ensemble qu'ils entament les réparations du bateau. Pendant ce temps, 2 navires entrent dans la baie. Mais aucune inquiétude à avoir, ce sont des Anglais. Mais c'était justement là le piège. En un éclair, leurs drapeaux descendent et sont remplacés par des pavillons noirs. Le Fantasy de Taylor et le Victoire de la Buse attaquent le Notre-Dame. Le Victoire ouvre le bal, les canons crachent du feu. Les Portugais, eux, n'ont plus que 1 ou 2 canons, la défaite semble inéluctable. À partir de là, c'est la panique générale sur le Notre-Dame du Cap. Les Portugais sont complètement paralysés par la peur et il y en a même qui vont jusqu'à sauter dans l'eau pour se rendre et changer de camp. En même temps, il faut les comprendre, ils sont sur un bateau qui n'est quasiment pas armé, qui est à moitié détruit contre 2 navires de guerre. C'est l'abordage. Le Victoire et le Fantasy envahissent le pont du Notre-Dame. En quelques instants, les planches du sol deviennent rouge sang. Les hommes tombent, transpercés par des balles ou des épées. Le vice-roi, lui, se bat comme un lion. La Buse et lui s'engagent dans un duel, mais malheureusement sa lame se brise. Le vice-roi, alors sans armes, se rend et demande à ses hommes de faire de même. C'est une victoire éclatante pour les pirates. Les survivants sont faits prisonniers et le bateau commence à être fouillé. Pour aller plus vite, la Buse demande aux Portugais qui ont rejoint son camp que cache justement ce bateau. Et là, vous vous en doutez, des énormes coffres sont sortis de la cale du bateau. Mais genre, vraiment énormes. Et là, c'est le jackpot. De l'or, des saphirs, des topazes, des rubis, des colliers de perles et au milieu de tout ça, une grosse poignée de diamants. Au total, plus de 18 000 cristaux sont extirpés de ces coffres. Bon, et apparemment, normalement, ces coffres étaient destinés au roi du Portugal. Eh bien, tant pis pour lui, il ne les reverra jamais. Le lendemain, la Buse et Taylor vont libérer le vice-roi contre une somme de 100 000 pièces d'or, ce qui est assez énorme pour l'époque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pirate n'a jamais assez d'or. C'est ce qui le fait vivre, c'est ce qui le fait vibrer, c'est ce qui le donne envie de continuer. Le 8 avril, soit un jour après la capture du Notre-Dame, nos pirates sont donc prêts à repartir en mer. Et c'est justement à ce moment-là qu'ils vont apprendre qu'un navire marchand approche du sud de l'île. Aucune hésitation à avoir, la chance étant de leur côté, il faut attaquer ce bateau. Bon, le problème, c'est que le bateau de la Buse va être très lent car il doit tracter le bateau du Notre-Dame. Mais la Buse fait totalement confiance à Taylor et il sait qu'il est capable de prendre ce navire marchand tout seul. Ils se donnent donc rendez-vous à Madagascar et partent chacun de leur côté. Le Fantasy est donc le premier à partir et il est déjà très loin quand la Buse fait hisser les voiles de son navire. Le Victoire quitte la baie, direction le sud. Après 3 heures de navigation, l'eau est calme. La Buse observe l'horizon et ne voit aucun navire. Il donne alors l'ordre de jeter l'ancre. L'équipage est alors un petit peu perplexe. Ils savent qu'ils ont rendez-vous à Madagascar, il n'y a aucun bateau à l'horizon, et pourtant leur capitaine demande de s'arrêter. Devant ces hommes étonnés, la Buse fait alors charger ses trésors dans une barque. Il y descend et désigne le marin tête creuse pour l'accompagner. Bon, vous l'avez compris, ce marin n'est pas très fut-fut. La Buse a déjà exploré plusieurs fois cette partie des côtes. Il les connaît très bien et il sait donc où est-ce qu'il va. Les 2 hommes arrivent sur la plage et s'enfoncent peu à peu dans la forêt tropicale. Après 2 bonnes heures de marche, ils arrivent devant une grotte. La Buse ordonne alors à tête creuse d'enterrer le coffre. Pendant ce temps-là, le capitaine prend des notes. Il faut pouvoir retrouver ce trésor en toute situation. Noter les arbres ne suffit pas car si un cyclone venait à passer, les notes deviendraient inutilisables. Vers minuit, la barque revient vers le Victoire, mais il n'y a plus qu'un seul homme à bord. Le pauvre tête creuse serait tombé de la falaise. Le navire remonte à l'ancre et mit le cap vers Madagascar. La Buse et Taylor étaient très connus dans cette région, mais pas pour les bonnes raisons. Ils étaient tristement célèbres et la population locale voulait absolument voir les pirates pendus. Louis XV trouve en effet la situation inacceptable. Le jeune roi de France décide alors d'envoyer de nombreux navires de guerre pour protéger l'île de Bourbon. Les pirates sont donc chassés et l'océan Indien est assaini. Le problème pour notre pirate la Buse, c'est que l'île est maintenant trop bien gardée pour aller chercher son trésor. En 1730, la Buse a réussi à se faire oublier. C'est maintenant un homme tout à fait banal et il travaille sur le port de Madagascar et aide les capitaines à amarrer leurs bateaux. Mais un jour, un navire français arrive au port. À son bord, un marin qui fut pirate sur le Victoire. Bien sûr, l'homme reconnaît son ancien capitaine. Et pour fêter leur retrouvaille, l'ancien pirate invite la Buse sur son navire. Mais vous vous en doutez, c'était un piège. La Buse est alors capturée et ramenée sur l'île de Bourbon pour être jugée. Et bien évidemment, c'est la peine capitale qui l'attend, à savoir la pendaison. Nous sommes le 7 juillet 1930. Il est 17h et la Buse est face à l'échafaud. Derrière lui,
une foule écoute silencieusement la condamnation. Vu par le Conseil criminel extraordinaire, fait et instruit à la requête et diligence du procureur général du roi, demandeur et accusateur contre Olivier Levasseur surnommé Labuse, accusé du crime de piraterie, prisonnier en nos prisons. Il a fait pendant plusieurs années le métier de forban, dont il se répand et demande pardon à Dieu, au roi et à la justice. Ce fait sera conduit en place publique pour y être pendu et étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive. La sentence est proclamée. Labuse commence à monter les marches, mais après avoir pris un peu de hauteur, il se retourne brusquement, observe la foule et attrape un parchemin qui était caché dans sa botte. Il le jette et crie « Mon trésor, à qui sera le prendre ?» Le bourreau lui passa ensuite la corde au cou et ouvrit la trappe sous ses pieds. Et bien voilà pour ce premier épisode d'Histoire derrière la fiction. J'espère que ça vous aura plu et c'est vraiment vers ça que j'aimerais que la chaîne se tourne à l'avenir. Alors il faut savoir que le trésor d'Olivier Levasseur n'a toujours pas été retrouvé. Le parchemin, lui, nous l'avons, nous avons réussi à peu près à le déchiffrer, mais le 3/4 des mots n'ont aucun sens. En même temps, quand on voit ça, eh bien on se dit que ça va être compliqué de trouver le trésor. Bon, et selon les estimations, le trésor devrait valoir entre 5 et 10 millions. Vous verrez beaucoup d'approximations par rapport à ça parce que justement on ne peut pas vraiment savoir la valeur de ce trésor. Mais autant dire que normalement, bon, il y a moyen d'être riche si on le trouve. Et bien que notre personnage ait été un pirate, Olivier Levasseur a bien été enterré. Il possède donc une tombe à La Réunion dans le petit cimetière de Saint-Paul. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer dans les commentaires d'autres personnages de fiction, d'autres événements de fiction dont vous aimeriez connaître la véritable histoire. J'espère que ça vous aura plu, que le concept vous plaît, et moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me donner vos avis pour que j'améliore ce format. Bref, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous comme d'habitude, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!